Youssef Indy, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir, de nous accorder cet entretien exclusif à Paris. Merci à vous. En ce mois de juillet de canicule. Nous sommes en marge d'une interview que vous nous avez accordée à propos de la sortie de votre tout prochain ouvrage, le tome 2, le très attendu tome 2 d'Occident et Islam, sous-titré Le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpa la place de Dieu, aux éditions Sigeste, à sortir le 6 septembre 2018. D'ailleurs, s'incruste actuellement la couverture du livre et le lien vers les précommandes qui sont déjà ouvertes. Je le précise à nos téléspectateurs, edsigeste.blogspot.com, c'est bien ça? C'est ça. J'avais oublié. Je crois que c'est ça. Alors, on avait une petite question finalement en marge de cet entretien. Nous vous recevions le 24 septembre 2016, déjà à Nice, à l'occasion de la sortie de votre second ouvrage, venu finalement enrichir le tome 1, qui concluait finalement sur le choc des civilisations. Le second ouvrage, dont le titre était Les mythes fondateurs du choc des civilisations. À cette occasion, nous vous avions demandé de réagir face aux propos d'Éric Zemmour, qui, synchronicité Bichette, voilà, était en tournée pour la sortie de son livre Le suicide français. Il y déclara d'ailleurs que les musulmans, ouvrez les guillemets, devront choisir entre la France et l'islam. Une vidéo réponse que l'on avait sortie de cette conférence, qui en termes de cumul de vues entre YouTube et Facebook a dépassé les 100 000 vues. Votre réponse justement à cette assertion qui fit polémique était la suivante. Vous souteniez qu'il y avait une tradition assimilationniste issue du XVIIIe siècle et appelée Haskalah. On ne rentrera pas dans le détail. On mettra le lien vers la vidéo si par hasard certains de nos téléspectateurs ne l'ont toujours pas vue. Donc effectivement directement rattacher cette tradition au franquisme, qui consiste à s'assimiler, vous le disiez, en apparence pour mieux détruire de l'intérieur. J'ai dit ça, moi. Je renvoie à la vidéo. Il y a l'épreuve. Qui a fait plus de 100 000 vues. Tout en ajoutant d'ailleurs qu'Éric Zemmour, en conscience ou non, donc c'est pas non plus un tribunal, vous ne le condamnez pas, donc en conscience ou non, appartient directement à cette tradition. Donc, encore une fois, je renvoie nos téléspectateurs à cet extrait de 4 à 5 minutes. Vous développez alors qu'à l'instar d'un Finkielkraut, Éric Zemmour n'appartient finalement qu'à cette tradition de juifs assimilationnistes de droite, en apparence patriotes, censé, et c'est là où c'est intéressant, censé influencer la droite nationale catholique française pour l'emmener vers ce que vous appelez, et même que des psychosociologues appellent évidemment le piège abscon, consistant in fine à désigner Israël, c'est pratiquement la conclusion de son livre Le suicide français, comme l'unique solution au nettoyage des banlieues françaises, sachant l'expertise de Tsahal dans la bande de Gaza. Ma question est un petit peu longue, mais elle mérite qu'on précise les choses. Vous ajoutiez pour finir qu'il y a comme une sorte de division rationnelle du travail dans la stratégie du choc des civilisations que vous définissez si bien, en citant notamment Bernard Lewis, BHL, Soros au niveau international, puis à une échelle inférieure, des Finkielkraut, on l'a dit, ou encore des Zemmour, à droite de l'échiquier politique français. J'en viens donc à ma question. Là, on était à droite de l'échiquier politique français. Qu'en est-il finalement de ce qu'on appelle les juifs progressistes, qui se revendiquent volontiers de gauche, qui sont pour une forme de justice sociale, pour l'antiracisme, l'égalité des sexes, la fin de l'occupation et la colonisation
par Israël des territoires palestiniens et pour certains même anti-sionistes revendiqués et souvent placés revendiqués eux-mêmes comme des juifs laïcs. Auriez-vous éventuellement une analyse à nous offrir par rapport finalement à cet autre bord, peut-être même l'autre revers de la médaille finalement? Alors, il m'est déjà arrivé de citer, en même temps que lorsque je mentionnais Éric Zemmour et Alain Finkielkraut, des gens comme Claude Askolovitch, qui appartient à la gauche, qui est un juif de gauche, mais lui sioniste, qui a toujours été sioniste. Il y avait Edwy Plenel, qui lui n'est pas juif, mais l'était par sa femme. Éternellement attaché je ne sais pas si c'était éternellement, mais il était par sa femme attaché aux sionistes. Il était sioniste, mais ces dernières années, il s'est plutôt mis sur une ligne anti-sioniste. Ça, c'est pour ceux qu'on connaît mieux. Il y en a d'autres qui sont très actifs et qui tiennent les réseaux anti-sionistes en France, comme Dominique Vidal, comme Alain Grèche, qui sont liés au monde diplomatique et qui sont, eux, des juifs anti-sionistes, qui ont toujours été anti-sionistes et qui viennent de la tradition communiste, qui sont des communistes. Alors, pour ce qui est de Claude Askolovitch, etc., c'est ceux qu'on voit le mieux ces dernières années. Eux se sont fait les porte-paroles, se sont autoproclamés porte-parole des musulmans de France, et de Plenel aussi, dans ce jeu de rôle entre juifs de gauche et juifs de droite. Vous avez à droite Finkielkraut et Zemmour, qui eux tapent sur les musulmans, mais s'autoproclament porte-parole des Français de souche et catholiques, et qui essayent, encore jusqu'à aujourd'hui, d'envoyer les populations blanches contre les musulmans. Et vous avez en face des juifs de gauche, comme Askolovitch, Edwy Plenel et d'autres, qui, eux, pointent du doigt pour les musulmans, essaient d'envoyer en tout cas les musulmans contre les blancs. En réalité, ça c'est une stratégie de diversion, parce que si on remonte l'histoire récente, les 10, 15, 20 dernières années, ceux qui ont activé l'islamophobie, ce sont les intellectuels juifs. D'ailleurs, même un intellectuel juif comme Emmanuel Todd l'écrit dans un de ses derniers livres, qui est Charlie, où il mentionne Éric Zemmour et Alain Finkielkraut. D'ailleurs, il dit ces deux-là qui prônent l'assimilationnisme pour les musulmans en France, tous les deux sont mariés à des juives. Il y en a un séfarade qui est marié avec une juive séfarade, Zemmour, l'autre ashkénaze qui est marié avec une juive ashkénaze. Et il disait quelque chose d'intéressant, Emmanuel Todd, lui en tant que juif, il disait il faut faire attention parce que en activant l'islamophobie, vous allez avoir comme contre-coup la réactivation de l'antisémitisme. Il identifie les intellectuels juifs comme activant l'islamophobie, et ce qu'il craint en fait, c'est que les musulmans, désignés comme coupables par des intellectuels juifs, produisent en fait ce qui se produit actuellement, à savoir une prise de conscience des ennemis prioritaires. Oui. C'est ça que craint Emmanuel Todd lorsqu'il a écrit son livre, et il a expliqué, mais vous n'avez pas compris, vous pensiez que je défendais les musulmans dans ce livre-là, mais en fait, ce que je défends, ce sont les juifs. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un arrière-fond historique en France, c'est-à-dire que dans la tradition française et catholique, l'ennemi traditionnel, c'est le judaïsme. Il y a l'anti-judaïsme catholique et l'antisémitisme nationaliste. Bref, je reviens à... je suis obligé de faire un exposé assez large. Maintenant, si on veut comprendre l'antisionisme des juifs d'extrême gauche, on peut le comprendre de deux façons. Sur le plan stratégique, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Ce que disait Lénine, le meilleur moyen de combattre un opposant ou l'opposition, c'est d'en prendre le leadership, le contrôle. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que lorsque mon premier livre est sorti sur les origines messianiques du sionisme, j'ai été boycotté par ces milieux, organisations antisionistes de gauche,
mais aussi par les organisations musulmanes attachées à cela. C'est la connexion en fait Alain Grèche, Tariq Ramadan. C'est Alain Grèche qui a fait entrer Tariq Ramadan dans les milieux antisionistes d'extrême gauche français. Et il y a aussi autre chose, c'est cette vieille opposition qui remonte à la fin du 19e siècle entre juifs internationalistes socialistes et sionistes. Les internationalistes étaient anti-sionistes parce que pour eux, Jérusalem n'était pas un territoire, c'était le monde entier. Leur objectif, c'est de faire advenir le paradis terrestre. J'en ai parlé à la conférence de Lille sur l'histoire du bolchevisme. Eux, les sionistes, étaient concentrés sur le projet biblique de rétablissement du royaume d'Israël. En fait, les deux ne sont pas en contradiction. Et vous avez quelqu'un comme Moses Hess qui a beaucoup influencé Karl Marx, qui lui est à la fois socialiste et sioniste. Vous avez un Martin Buber qui était aussi à la fois socialiste et sioniste. Ben Gourion lui-même était socialiste. Donc vous avez cet arrière-fond. Et c'est ce qui explique pourquoi les tenants de l'antisionisme à l'échelle internationale, surtout dans le monde occidental, ce sont des juifs. Et aujourd'hui, ces organisations juives-là, par exemple quand on écoute un Dominique Vidal, j'ai écouté récemment une de ses interviews, un débat avec Pascal Boniface, il commence en parlant de la lutte contre l'antisémitisme, en parlant de la Shoah et des 6 millions de morts. C'est-à-dire qu'il ne touche pas au sein des saints. Ce qu'il essaye de faire, lui, Alain Grèche et tous les autres, c'est de garder le contrôle du combat antisioniste. Et c'est ce qui explique le boycott de mes travaux. Parce que si on démontre, comme je l'ai fait, que le sionisme n'est pas un projet laïque né à la fin du 19e siècle, mais un projet religieux rattaché au judaïsme, on fait sauter tous les verrous. C'est-à-dire que le problème n'est plus simplement le sionisme, mais c'est le judaïsme lui-même. Et ça mettrait comment dire, en accusation, pas seulement la religion juive, mais aussi ce que j'appelais une certaine praxéologie et culture juive. Vous voyez ? Et eux, en quelque sorte, ces juifs antisionistes sont l'aile gauche des gardiens du temple, qui protègent le Saint des Saints, si vous voulez. Et ça, on le voit à plusieurs niveaux. On le voit à un niveau comme Dominique Vidal et d'autres, mais on le voit à des niveaux plus inférieurs. Chez ceux qui sont proches des musulmans, qui veulent être les porte-parole des musulmans, qui eux aussi ne veulent pas entendre parler de mes travaux, puisqu'ils ont toujours le même discours, ceux-là, comme les Vidal, etc., c'est de dire que le projet sioniste est un projet colonialiste de type européen, britannique. Une fois de plus, ni le judaïsme, ni les élites juives, en quelque sorte, ne sont mises en accusation. Donc il s'agit toujours de protéger la religion juive, les élites juives, et de maintenir aujourd'hui les musulmans dans une sorte de léthargie, et de les diriger en priorité contre les populations de souche européennes et occidentales. Est-ce que c'est ce qui explique finalement que certains intellectuels juifs de gauche, revendiqués antisionistes, intellectuels, écrivains, youtubeurs, peu importe, appelons-les comme on voudra, soient si suivis par cette population maghrébine de 3e, 4e génération installée en France Oui, alors parce qu'ils ont un discours séducteur. Les populations maghrébines en France sont pour beaucoup encore dans un schéma de coloniser et qui attend toujours la bonne parole, soit de l'occidental, soit du juif. Alors quand c'est un juif qui les défend, là c'est le top du top. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais la stratégie est la suivante. C'est de maintenir, comme je l'ai dit, les musulmans dans une sorte d'autarcie, de les empêcher aussi de faire alliance aux Français de souche, aux catholiques. Parce que le danger, c'est quoi ?
Donc, toujours dans cette stratégie, je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment rentrer dans le détail. Il y a eu, il y a quelques mois, un manifeste contre l'antisémitisme qui visait en fait les musulmans et le Coran. Ils allaient jusqu'à demander la réécriture du Coran sur les passages contre les juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un danger actuel du point de vue des juifs sionistes de droite. C'est le télescopage de l'antisionisme des populations musulmanes, un anti-judaïsme résiduel chez les catholiques et la remontée d'un certain antisémitisme nationaliste. Or, la stratégie initiale, c'était de faire venir les populations maghrébines et musulmanes, et dans un second temps, en tout cas ils ont dû actualiser leur stratégie, c'était d'opposer les deux, d'opposer français de souche et musulmans. Éviter qu'ils se regroupent. Voilà. Mais ce dont ils se rendent compte, c'est que la population française, pour partie, notamment ceux qui viennent de la tradition de gauche, s'alimentent de l'antisionisme des musulmans. Et par ailleurs, les musulmans eux-mêmes, qui n'ont pas de culture antisémite, l'antijudaïsme musulman est assez différent de l'antijudaïsme catholique. Et l'antisémitisme en tant que tel n'existe pas dans le monde musulman, tel qu'il a existé en Europe. Les populations musulmanes se familiarisent avec ces traditions-là, l'antijudaïsme catholique et même un certain antisionisme, antisémitisme de type maurassien par exemple, qui s'inscrit dans la tradition française. Et là est le danger. Donc, la stratégie pour les juifs de droite, les juifs sionistes de droite, c'est de mettre en accusation le Coran, mettre en accusation les musulmans en disant que le Coran en fait vise et les chrétiens et les juifs, alors que c'est faux. Et le versant de gauche, c'est-à-dire les juifs antisionistes, sont là pour empêcher les musulmans de faire cette alliance avec les Français de souche et toujours les diriger contre eux. Vous voyez, il s'agit de maintenir le troupeau. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, les musulmans sont considérés comme un troupeau et les Français de souche aussi comme un troupeau. Mais chacun ont un berger, juif de gauche, juif de droite. Maintenant, actuellement, il y a une remontée en puissance du sionisme de droite et une sorte de reflux de l'antisionisme juif, de l'antisionisme de gauche. Pourquoi ? Ça, c'est le contexte géopolitique. On voit revenir l'idée de nation. On voit que l'Union européenne est en panne. Les élites américaines, partie des élites américaines, notamment Trump, essayent de programmer l'implosion de l'Union européenne, parce que de toute manière, c'est un projet qui n'est plus viable depuis des années. On a une résurgence donc, des nationalismes, donc États-Unis, Russie, le Brexit en Angleterre, et vous avez aussi l'Italie. Donc tout craque, ça craque de toutes parts. Donc la stratégie est la suivante, c'est d'empêcher, la stratégie est la suivante, c'est de garder toujours un coup d'avance et d'avoir la mainmise et le contrôle sur ce néo-patriotisme européen, ce nationalisme européen. Et ça, c'est déjà préparé depuis longtemps. Un certain nombre de partis politiques d'extrême droite reçoivent leurs ordres, ou en tout cas sont israélo-compatibles, jusqu'au Front National en France. On a les Pays-Bas, on a la Suisse, mais assez légèrement, en Allemagne, et même jusqu'en Autriche. Et il y avait une anticipation, c'est-à-dire qu'on garde le contrôle de la droite, on garde le contrôle des masses musulmanes au cas où le contexte géopolitique change. Et là, on est dans une séquence historique où l'Union européenne est en cours d'effondrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit l'espèce d'attaque violente du système contre Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron avait été mis en poste pour accélérer ce projet européen. Or, on voit que, comme je l'ai dit, il est en cours
d'effondrement. Donc maintenant, ce qu'il faut faire du point de vue... Avec l'affaire Benalla notamment. Oui, bien sûr, parce que c'est BFM, etc., c'est-à-dire les médias qui étaient unanimes, qui étaient derrière Macron, qui maintenant le lâchent. Donc on voit le contexte changer. Il y a la fameuse déclaration récente de Jacques Attali, qui avait cité d'ailleurs Alain Soral récemment, où il dit qu'il est pour un nationalisme mondialiste, c'est-à-dire un nationalisme compatible avec le mondialisme. Et donc, de leur point de vue, du point de vue des élites juives de droite, il faut absolument garder le contrôle sur le patriotisme européen, le nationalisme européen, en faisant un amalgame avec Israël. C'est pour ça que vous avez un livre récent là, qui vient de sortir en anglais, disant que Netanyahou, donc un rédacteur un journaliste d'Haaretz, où il explique dans son livre que Netanyahou est le parrain des nationalistes comme Orban, Poutine et Trump. C'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre le contrôle, en tout cas il semble qu'ils perdent le contrôle je dirais, ils perdent la main historiquement. Plus qu'une perte de contrôle, ils perdent la main historiquement et sur le plan idéologique. Et là, ils sont en train d'essayer de garder le contrôle sur le nationalisme européen qui est en train de revenir en force. J'espère que j'ai été clair. Donc, selon vous, le juif de gauche antisioniste est devenu has-been. C'est le pion sacrifié sur l'échiquier mondialiste. En fait, c'est comme des curseurs. Vous voyez, c'est des vases communicants. Il y a des périodes où ils montent, d'autres périodes où ils baissent. Par exemple, durant l'élection de Macron, précédant l'élection de Macron, on a eu ce qu'expliquait notre ami de fait document, Xavier, c'est qu'il y a une montée en puissance des réseaux libertaires, LGBT, gay-friendly, etc., portés par Emmanuel Macron et la finance, et une perte de vitesse des réseaux néoconservateurs pro-israéliens représentés à l'époque par Manuel Valls. Et ce réseau-là est en train de revenir en force, car il n'y a que ce réseau-là, un réseau international à la fois maçonnique et à la fois sioniste, qui peut être compatible avec le nationalisme résurgent. Donc en fait, il faut comprendre que, je l'ai déjà expliqué, le projet biblique, donc on en revient à l'Ancien Testament, est un double projet. C'est un projet territorial, impérial, Grand Israël, du Nil à l'Euphrate, mais un projet universel. C'est pour ça que Jacques Attali est un mondialiste, qu'il est pour la destruction des frontières, mais aussi favorable à l'État d'Israël et à Jérusalem comme capitale du monde, parce que ce sont deux projets qui ne sont pas en contradiction, mais qui sont complémentaires. Donc vous allez avoir les juifs, qu'ils soient religieux ou laïcs, qui accompagnent le projet universel de la Bible hébraïque, qu'on retrouve dans le Deutéronome et dans le livre d'Ésaïe, et vous allez avoir des juifs sionistes de droite qui, eux, vont se concentrer sur la défense de l'État d'Israël et du Grand Israël. Mais les deux se correspondent. Youssef Indy, c'était, en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous éclairer sur cette question, un thème qui nous tenait particulièrement à cœur d'éclaircir. Je rappelle la sortie toute prochaine, le 6 septembre prochain, de votre tome 2 d'Occident et Islam, le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpa la place de Dieu. J'invite tous nos spectateurs et téléspectateurs à se rendre sur nos pages et sur notre Facebook pour voir votre actualité et les différentes dates d'ailleurs de conférences que vous allez donner dès la rentrée. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. À bientôt.